des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Sey est avec vous une fois encore pour vous présenter ce balado consacré aux livres audio enregistré au studio Canal M qui fait partie de l'organisme Vues et Voix sur la rue Sherbrooke à Montréal, Canal M qui produit d'ailleurs cette émission. Cette semaine sera-ce un gage de qualité? Sans doute, je l'espère du moins, puisque je vous propose quelques-uns des livres audio sélectionnés pour recevoir le prix Audiolib du livre audio 2025. Je ne les passerai pas tous en revue dans la même émission, mais je vais les éparpiller dans les balados à venir. Aujourd'hui, j'en ai 3 pour vous. Pour commencer cette émission, il s'agit d'un livre de John Boyne, d'un autre d'Alison Espache, j'espère le prononcer comme du monde, et Ambre Chalumeau, ça, j'ai pas de problème. Ensuite, on va parler légumes. Pour les grands qui voudraient plonger les mains dans la terre avec ce printemps revenu et pour les petits qui n'aiment pas les brocolis et encore moins les choux de Bruxelles. Gérald a lu pour nous un livre complètement fou signé de l'auteur portugais José Saramago, Les intermittences de la mort, et puis on va finir tout ça avec des livres audio tout frais, tout chaud, sortis des fours des studios, dont le petit dernier d'Amélie Nothomb en audio maintenant, et c'est tant mieux. Alors, le premier s'appelle Les éléments de John Boyne. C'est sorti le 11 mars 2026, donc ça fait pas longtemps. C'est une brique quand même, 17 heures d'écoute. C'est sorti chez Audiolib puisqu'il s'agit du premier des 10 dont je vais vous parler en nomination pour les prix Audiolib 2026. Il s'agit, ça s'appelle Les éléments. Alors, il y a 4 gros chapitres là-dedans. Évidemment, sur les éléments, l'eau, la terre, le feu et... L'eau, la terre, le feu et l'air. Merci beaucoup, mon petit Mathieu. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Alors, il y a entre autres l'histoire d'une mère en fuite sur une île. Il est question aussi d'un jeune garçon qui est un prodige des terrains de foot ou encore d'une chirurgienne des Grands Brûlés qui est absolument hantée par des traumatismes. Et puis, un type qui monte dans un avion pour un voyage initiatique avec son fils. Alors voilà les 4 histoires que l'on réunit dans ces éléments-là. On fait la connaissance en premier lieu de Vanessa, qu'on va entendre, qui est une quinquagénaire qui vient de s'installer dans une île irlandaise. Elle est loin de tout. Elle est animée d'un impérieux besoin de savoir s'il y a quelque chose à sauver du désastre qu'elle a fui et si elle mérite la paix. Dans Babelio, un critique, un auditeur ou un lecteur nous dit que le roman est très sombre, mais en même temps, il est très exceptionnel. Dans Le Monde du 15 septembre 2005, un journaliste écrivait « Un inceste et ses effets durables en 4 tableaux ». Terrible ronde romanesque de l'écrivain irlandais dont je vous rappelle le nom, John Boyne. Voici un extrait de Les éléments. Il manque quelque chose, et il me faut un moment pour réaliser de quoi il s'agit. Il n'y a pas de télévision. Je ne suis pas déçu. Si je dois vivre cette expérience hermétique, alors il vaut mieux que rien ne s'y immisce. Ce sera un privilège rare d'être si volontairement ignorante du monde extérieur et de toute son absurdité. En revanche, il y a une radio, un modèle ancien, dont l'antenne est repliée. Je l'allume, mais elle n'émet que des parasites. Je redresse la tige en cuivre, je tourne la molette, et bientôt je suis sur RTE Radio 1, où Joe Duffy fait preuve d'une patience admirable, tandis qu'il interroge une de ses auditrices sur la dernière ignominie qu'elle a subie. Pendant des années, j'ai écouté l'émission de Joe tous les jours. Aujourd'hui, je la coupe. Ces 12 derniers mois, Brendan et moi étions le sujet de nombreux débats, et masochiste comme je suis, je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter, de manière obsessionnelle, les étrangers qui appelaient pour nous dénoncer tous les deux. Quant à cette créature, disait-il, brandissant avec cruauté leur supériorité morale, il suffit de la regarder pour voir qu'elle était dans le coup depuis le début. Qui se ressemble, s'assemble.
J'ai juré que je ne ferais plus attention à ces impitoyables commentateurs. Alors j'enlève les piles de l'appareil et je les enterre à différents endroits du jardin, en lissant bien les sépultures pour ne pas les retrouver. La nourriture, ça va être un problème. Le chauffeur de taxi, le seul de l'île, un homme appelé Michal Og Okala, nous a amenés, ma valise et moi, depuis le quai, et il m'a rassuré. Un chouette petit magasin se trouve à seulement 20 minutes de marche de l'endroit où je vais habiter, entre le pub et l'église. Le vieux pub, a-t-il ajouté, pas le nouveau. J'aurais plaisir à marcher. On soutient que l'exercice, c'est bon pour la santé mentale, et la mienne est en berne. Néanmoins, dans l'immédiat, je n'ai pas faim. Et même si c'était le cas, Mr. Dooley doit avoir un espion quelque part dans le coin, car une miche de pain frais a été déposée sur la table, et dans le réfrigérateur, je trouve du beurre, du jambon, des œufs et du fromage, ainsi qu'un petit sac de pommes de terre avachi comme un voyageur épuisé, à côté de la porte d'entrée. Quand je défais mes bagages, j'ai la surprise de découvrir une trousse de toilette pleine de maquillage, au point que la fermeture à glissière a du mal à résister à l'obstination d'une vie entière à vouloir cacher la vérité. Je ne me rappelle pas l'avoir emportée. Peut-être était-ce simplement un geste inconscient, après des années à préparer les bagages pour des vacances et les voyages d'affaires de Brendan. Je la retourne et vide son contenu sur le lit. Il doit bien y avoir là pour 1 000 € de mensonges, des promesses de jeunesse dans des tubes blancs, des flacons en verre et des pots en plastique. Je remets le tout dans la trousse et la fourre dans la poubelle. Rebecca, ma plus jeune fille, aurait une attaque si elle était témoin d'un gâchis pareil. Il y a quelques années, à 14 ans, elle s'est transformée en un genre d'éco-guerrière et passait son temps à me reprocher de jeter des choses alors qu'il y avait encore de la vie en elle, comme les hommes avec leur première épouse. De toute façon, ce n'est plus un problème car j'ai l'intention de rester naturelle ici. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre qui se retrouve en nomination pour les prix Audiolib 2026, c'est Les éléments de John Boyne. C'est lu par Marjorie Frantz. On va tout de suite écouter un extrait d'un autre livre qui est aussi en nomination pour le même prix, Les Vivants, d'Ambre Chalumeau. C'est lu par Ariane Brousse. Ça, c'est beaucoup plus court que le précédent. C'est 5h30 seulement d'écoute, de lecture. Cette Madame Chalumeau me semble avoir lu que c'est un premier livre pour elle. Elle invite le lecteur ou l'auditeur que nous sommes à suivre 3 amis. Ils ont 17 ans et ils sont toujours ensemble. Ils sont heureux, que voulez-vous. Ils ont l'avenir devant eux. Ils vont rentrer dans des belles universités. Ils ont passé un été fantastique. Bref, tout va bien jusqu'à ce qu'à la rentrée, un des leurs, Simon, un des 3, se retrouve dans un coma profond suite à un mystérieux virus. C'est une histoire vraie qu'elle a vécue. Elle s'est donc, Madame Chalumeau, glissée avec grande justesse dans la peau de ces personnages-là. Cela donne un bouquin avec des émotions fortes, des émotions qui ont un rapport direct avec ce passage pas toujours facile entre l'adolescence et l'âge adulte, surtout quand il y a un espèce de camion qui vient les propulser dans l'âge adulte plus rapidement qu'ils ne l'auraient voulu par l'intermédiaire de cet accident-là, de cette maladie-là de Simon. Alors, histoire du passage à l'âge adulte, histoire d'émotions contraires. Les Vivants, je vous le disais, oui, c'est bel et bien un premier roman à la sincérité désarmante où le drame et la comédie nous illuminent à chaque page, nous dit-on. Extrait de Les Vivants. Tout arrive d'un coup. La sueur glacée, le brouhaha autour, les jambes qui faiblissent. Ce pote qu'on devine du coin de l'œil en train d'alerter son voisin et qui, premier de la fête à avoir remarqué qu'on flanche, devient, sans le savoir, le premier au courant de notre drame. Tout arrive d'un coup. Et il y a ce décalage énorme, gigantesque, injuste,
où tout autour de nous continue dans l'ignorance de ce qui se passe ailleurs. L'eau a le culot de couler des robinets, l'horloge l'audace de ne pas s'arrêter, même notre propre corps fabrique des stimuli nerveux et fonctionne comme si de rien n'était, alors que tout devrait pourtant s'arrêter net, et toutes les couleurs de la pièce s'effacer pour nous aider à comprendre que ce qu'on nous annonce arrive dans la vraie vie. Elle demande de répéter. On demande toujours de répéter, alors qu'en fait on a très bien entendu. On demande de répéter comme un homme politique qui doit préparer sa réponse à Delahousse dans le débat de l'entre-deux-tours. On gagne du temps, on est au courant qu'il y a une attitude à avoir et une seule occasion de tomber juste. Quelque part dans notre crâne, un globule blanc se lève et pète du coude la vitre à ne casser qu'en cas d'urgence, celle qu'on pensait ne jamais avoir à briser. On sait qu'on devrait déclencher un protocole spécial pour accueillir la nouvelle, sauf que personne n'a été briefé. Les nouveaux ne sont pas au courant, les stagiaires sont incapables, en plus on est samedi soir, les bureaux sont déserts. Il y a bien les anciens qui sauraient quoi faire, les vieux neurones du fond là, paniqués en permanence. Ils nous ont dit qu'un jour ça pouvait arriver, mais on ne les écoute plus, ils radotent tellement. Et maintenant qu'on a besoin d'eux, putain, ils sont où? Une fois arrivée à l'hôpital, elle est abreuvée de café tiède et de termes médicaux obscurs, mais elle préfère encore les mots inconnus à ceux qu'elle reconnaît, parce que ces derniers ne sont vraiment pas rassurants. Au milieu de tout ça, elle distingue un truc, une donnée qu'elle saisit. C'est très, très mal barré. Et aussi simplement que ça, une nuit comme les autres devient un début. Ils avaient 17 ans. Un grand poète a théorisé qu'à cet âge-là, on n'est pas sérieux. Il mentionne même un parfum de bière, et ils avaient l'exégèse méticuleuse. Le mot d'ordre était donc de ne pas se prendre la tête, ce qui justifiait les comportements les plus primitifs. Passer l'après-midi sur la plage à commenter le physique des baigneurs avec le zèle d'un commentateur sportif et la cruauté d'un tribunal d'inquisition, puis, abruti de soleil et halluciné d'azur, passer la soirée toujours dans le même bar à courtiser des surfeurs musclés à la grammaire audacieuse. Mais à la fin de l'été, Diane allait entrer en hypocagne. Au moment du choix post-bac, puisqu'elle avait cessé depuis peu de vouloir devenir princesse, danseuse étoile, vétérinaire pour chatons, sirène ou astronaute, mais n'était pas encore rentrée dans sa phase socio à Nanterre, elle avait par défaut demandé une prépa littéraire et intégré une des meilleures de Paris. Son mail d'admission était arrivé accompagné d'une liste de lecture monumentale. Motivée, elle avait tout acheté. Démotivée, elle n'avait rien lu, et en même temps, dans un été où la réussite d'une soirée était conditionnée par un échange de salive avec autrui, Madame de Lafayette était difficile à vendre. Ils ont fini par rentrer à Paris. Ils ont dit au revoir aux surfeurs, enlevé le sable de leurs cheveux et léché le sel sur leurs lèvres, et il fallait désormais se faire une raison, la rentrée était imminente. Et monarchie post-révolutionnaire, introduction à la lecture de Platon, le latin en 15 leçons et esthétique et théorie du roman traînaient encore sur le bureau de Diane, état neuf. Elle avait perdu l'habitude ne serait-ce que de tenir un stylo bic et une franche panique commençait à la gagner quand son téléphone se mit à vibrer en affichant un appel de Cora. « Je te dérange pas ? Tu fais quoi ? Tu travailles ? » C'est là que Cora va lui apprendre ce qui vient d'arriver à Simon, je vous le disais, ce jeune garçon à qui l'avenir appartient et qui, tout d'un coup, tombe malade à cause d'un virus absolument inconnu. Je vous rappelle que ce titre s'appelle « Les Vivants » d'Ambre Chalumeau. Vous trouvez ça sur le catalogue d'Audiolib, puisque ce titre-là fait partie de ceux qui sont en nomination pour le prix du livre audio 2026 qui vient de cette maison de production française. D'ailleurs, comme j'ai un petit peu de temps, je voudrais vous rappeler, vous redire à quel point, quand on connaît comme ça, quand on sait qui a fait ce livre-là, par exemple, si vous êtes intéressé pour aller vous chercher Les Vivants, si vous faites simplement Audiolib, Les Vivants, vous allez tomber dessus, vous pouvez directement vous procurer ce livre de l'endroit où il est produit, ce qui est quand même formidable. Alors c'est sûr qu'il y a des catalogues comme Boucle d'oreille en France ou comme Audible de ce côté-ci, où on peut
tous et aller les chercher aussi. Mais aller les chercher à la base, chez les producteurs, chez qui ils sont faits, non seulement c'est bien, mais c'est même encore beaucoup mieux. Voilà. Alors là, tous les livres dont je vous parle, là, en tout cas celui-ci et celui d'avant, c'était du Audiolib. Maintenant, on va passer à je ne sais pas si vous avez le pouce vert. Qui me disait quand je suis arrivée ici, « Oh, j'ai vu des bourgeons, j'ai vu des bourgeons. » C'est fou, hein? On dit « j'ai vu des bourgeons » comme on dirait « j'ai trouvé la caverne d'Ali Baba, j'ai trouvé... » Mais c'est fantastique. Eh bien, peut-être serez-vous intéressé par le potager du paresseux ou comment et pourquoi je produis des légumes plus que bio. Je dis bien plus que bio, sans travail du sol, sans engrais, sans compost, sans pesticides. Ce n'est pas moi qui parle, mais Didier Helmstetter, qui est l'auteur de ce livre-là. Les livres sur le jardinage, il y en a pour les chiens, pour les fous. Les méthodes, il y en a, mais ça, c'est un livre complètement différent parce que, d'abord, il est à la base, c'est d'abord une expérience personnelle qui est de produire de façon très simple et peu orthodoxe des légumes plus que bio, en quantité importante, sans aucun travail du sol, sans engrais, sans compost, sans pesticides, sans but et sans impact négatif pour la planète et pour la santé des êtres humains. Alors, l'auteur, ce monsieur Didier, appelons-le Didier Helmstetter, il a été victime d'un accident qui lui a imposé de ralentir le rythme. Et comme il a eu du temps, eh bien, il s'est intéressé. Il a comme développé ses connaissances agronomiques. Et le simple jardinier qu'il était est devenu un spécialiste de la phénoculture, parce que c'est de phénoculture dont il est question dans ce livre. C'est mieux que la permaculture, nous dit un lecteur du bouquin, parce qu'on respecte les insectes, les mycéliums des champignons, et avec juste un petit peu de foin, un petit peu de fainéantise, on arrose le moins possible, on laisse pousser, on s'allonge dans une chaise longue en lisant. Bref, dit ce lecteur, j'adore. Et vous? Eh bien, écoutons au moins l'introduction de ce bouquin. Il est lu par Natacha Müller, extrait de Le potager du paresseux. La façon dont sont produits la plupart des aliments dans des filières dites intensives avec des pesticides, des engrais, des dérivés du pétrole inquiète. Des formations professionnelles, sur les salades achetées, je devinais les résidus, même s'ils sont invisibles. Pour me rassurer, je les lavais, mais je savais aussi que cela ne part pas comme ça. De plus en plus, les pesticides utilisés aujourd'hui sont appelés systémiques, c'est-à-dire qu'ils circulent dans la plante avec la sève et agissent de l'intérieur. Les experts et autres spécialistes, payés pour rassurer, ne me rassurent plus vraiment depuis longtemps. Comme beaucoup, j'ai longtemps déploré le manque de goût des fruits et des légumes. Il y a bien le bio, généralement meilleur, mais là aussi, tel ou tel média finit par instiller des doutes. Parfois, je me rends compte qu'ils exagèrent un peu pour faire du buzz et de l'audience, mais quelquefois, je dois admettre que ce qu'ils disent est vrai. Il y a du bio qui ne l'est qu'à minima et est le fruit d'une certaine forme de production intensive, même certifiée bio AB. Le souci d'être écologique, comme on dit de nos jours, était une autre de mes préoccupations. Et heureusement, j'observe que cela gagne du terrain, que je suis loin d'être isolée. J'ai vite pensé qu'il n'est pas sérieux de manger des haricots verts venus par avion du Kenya ou des poires du Chili, alors que la Terre a la fièvre par excès de rejet de CO2 d'origine fossile. Même si c'est bon pour notre santé, pour ces légumes venant de loin, parfois de très loin, même certifiés bio, le bilan carbone est désastreux. Je suis d'avis que les circuits courts sont bien plus raisonnables. Une évidence m'a un jour sauté aux yeux. Le circuit le plus court, c'est celui qui va à pied de mon potager à ma cuisine. Comme beaucoup d'entre vous, je voulais donc faire quelque chose à l'échelle locale, la mienne, pour mettre mes actes en accord avec mes idées, sans savoir par où commencer.
sans vouloir nécessairement renoncer à ma qualité de vie ou revenir en arrière au Moyen-Âge ou à la bougie. Ce sont là des arguments souvent agités comme chiffon rouge par les tenants d'une agriculture conventionnelle intensive. Faire quelque chose, certes, mais sans risquer non plus d'être débordé par les efforts que cela semble exiger. Au-delà de la question du réchauffement climatique, c'est toute la question de ce dont on a besoin pour jardiner qui est posée. Ce serait une forme de schizophrénie jardinière tout à fait étonnante que de vouloir des produits sains et plus que bio-AB sur notre table, mais de les obtenir en rejetant en amont, sans se sentir concerné, des gaz à effet de serre qui empoisonnent notre atmosphère et dérèglent notre climat. En polluant nos nappes d'eau avec les nitrates de nos engrais azotés, même s'ils sont autorisés en bio. Ou encore en appauvrissant et en détruisant les sols. Cela dit, cette confusion mentale, cette contradiction, n'est hélas pas rare du tout. C'est même quelque chose que j'observe couramment autour de moi. Comme si manger bio pouvait suffire comme alibi. Oui, j'ai écrit alibi. Réduire la problématique que pose l'agriculture conventionnelle intensive à la question des résidus de pesticides dans notre nourriture est singulièrement réducteur. Égoïste même. Hélas, nombreux sont ceux qui semblent s'en accommoder. Il m'a semblé qu'il était important, d'un point de vue éthique, que mes enfants sachent d'où vient la nourriture qu'ils mangent. Alors ça, c'est une exclusivité Audible pour ceux qui se posent la question et c'est lu par une voix humaine parce que maintenant, de plus en plus, on est obligé de préciser ça. Lu par voix humaine ou parfois ils écrivent rien. Dans ces cas-là, c'est « ouh, ouch, mauvais temps ». C'est certainement Ignès abasourdi, c'est-à-dire IA. Bon, il faut bien que je m'amuse comme je peux avec ce sujet qui me trouble tant. Quand j'étais petite, je détestais les endives cuites. On a tous comme ça un légume. Je suis sûre que si vous y pensez, souvent chez les petits, chez les jeunes, c'est le brocoli. Hein. Le brocoli a beaucoup de mal à passer. Hein. Mais nous, chez nous, ça n'existait pas. Comme ça, il n'y en avait pas. Ça, c'était chou-fleur. Ça passait. Surtout en gratin avec beaucoup de béchamel. Hein? Bon. Mais alors, les endives, ma mère avait beau me les faire à la crème, au sirop d'érable, au jambon gratiné. Je mangeais le gratin, je mangeais le jambon et je lâchais. Sauf que c'est ça. Je pouvais rester à table jusqu'à ce que tu aies fini ton assiette. Et je pouvais rester une après-midi. Parce que ça me donnait tellement envie de vomir. Et encore aujourd'hui, vous pouvez toujours bien essayer de me faire bouffer une endive cuite. Vous n'y arriverez pas, mes chéris. Le chicon, comme disent les Belges. Mais non, c'est resté gravé dans ma mémoire, ce goût-là infernal. Eh bien, figurez-vous que la petite Albertine Petit Brin d'Amour, elle, c'est les choux de Bruxelles. C'est comme ça que l'a imaginé Arne Renaud, qui a donné vie à la petite Albertine Petit Brin d'Amour. C'est une production audio jeunesse, mais ça a été enregistré chez nos amis du studio Bulldog. C'est une réalisation du studio Bulldog. C'est lu par Catherine Souffron. Vous allez voir, c'est absolument charmant. On va faire connaissance avec cette Albertine Petit Brin d'Amour qui déteste les choux de Bruxelles. Albertine Petit Brin d'Amour adore faire des listes. Elle a une liste de ses mots favoris. Cacahuète, hurluberlu, moufette, croquignole, babine, zizanie, ainsi qu'une liste de ses aliments préférés. Muffin, macaroni, fromage, crème glacée, épis de maïs. Elle a aussi une liste de super pouvoirs qu'elle rêve d'avoir. Roter aussi fort qu'une trompette, sauter aussi haut qu'un kangourou, tournoyer aussi vite qu'une toupie, me faire pousser de la fourrure quand j'ai froid, voir dans le noir,
Mais il y a une chose que vous ne trouverez jamais, au grand jamais sur une des listes d'Albertine. Les choux de Bruxelles. Parce qu'Albertine, petit brin d'amour, déteste les choux de Bruxelles. Et je n'y goûterai jamais! Albertine est championne pour les repérer. Qu'ils soient dissimulés parmi les haricots verts et les brocolis, camouflés à l'intérieur d'une omelette ou blottis sous une couette de patates pilées, Albertine les démasque tout de suite. Parfois, les choux de Bruxelles a des visages fanfarons, moqueurs, frondeurs. Albertine ne se laisse pas intimider. Elle les utilise comme billes, comme balles de mini-golf ou encore comme yeux pour ses bonhommes de neige. Chaque fois qu'ils sont au menu, ces petits schnappants font tout pour semer la dispute. Ils sont pleins de vitamines, dit maman. Ils sentent les pieds, répond Albertine. Ils nourrissent le cerveau, dit maman. Ils ressemblent à des cervelles de trolls, répond Albertine. Ils sont verts comme des émeraudes, dit maman. Ils sont verts comme des crottes de nez d'ogre, répond Albertine. Ils sont verts comme tes super-héros préférés. Qui sait, peut-être même qu'ils pourraient te donner un super pouvoir, suggère maman. Ces derniers mots font réfléchir Albertine. Et si c'était vrai? Albertine mange déjà des épinards pour renforcer ses muscles, afin de pouvoir sauter aussi haut qu'un kangourou. Elle mange aussi des carottes pour mieux voir dans le noir. Alors, quel super pouvoir pourrait bien lui donner des choux de Bruxelles? Mais surtout, quel plat pourrait la motiver à en manger? Choux de Bruxelles enrobés de bacon? Je vous vois quand même! Des choux de Bruxelles au sirop d'érable? Bel essai! Raté! Je trouve ça adorable. C'est pas la première fois que je l'écoute, parce que quand je prépare l'émission, ça, je l'écoute au moins 4 ou 5 fois, mais à chaque fois, ça m'a fait sourire ou ça m'a fait rire. Ça fait du bien de temps en temps dans cette émission-là. Restez avec nous dans quelques secondes. Je vais recevoir l'ami Gérald Cousineau. Pas certaine que nous allons rigoler autant avec le sujet du livre qu'il a choisi, mais comme toujours, ce sera chroniqué par l'ami Gérald, alors ce sera forcément... Oh bon, c'est pas assez. Ce sera indispensable. Voilà le mot que je cherchais. Alors restez avec nous, vous écoutez le balado des livres plein les oreilles. Bon, c'est Clotilde Sey qui vous parle et je vous retrouve dans quelques secondes. Bonjour Gérald. Bonjour Clotilde. Oh là, c'est mieux que la semaine dernière, mais c'est pas ça encore. Mais c'est pas encore la grande forme. C'est pas encore la grande forme, mais là, faut arrêter de fumer, faut arrêter de boire. C'est vrai. Oui. Ça fait longtemps, Oh là 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 là. Ben merci d'être là, Gérald, malgré tout alors. C'est gentil. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Ça va bien avec le sujet du roman. Ça me fait un peu peur parce que le sujet, le titre déjà, Les intermittences de la mort. Oui, tout un titre. Oui, tout un titre. De M. José Saramago. Oui. Et c'est un défi que je m'étais imposé avec ce roman. Et je pense que lui-même s'est imposé un défi avec ce roman. Bon. Saramago, d'abord, un petit rappel, il est né au Portugal en 1922, il est mort en Espagne en 2010, donc à l'âge de 87 ans quand même. Pourquoi l'Espagne? Parce que il a été d'abord journaliste avant d'être écrivain, M. Saramago, et il a eu parfois maille à partir avec l'Église catholique de son pays. Et un jour, il en a eu marre. Alors, il est parti s'installer aux îles Canaries, en Espagne, où il est resté en 2010, jusqu'à sa mort. Et parmi son œuvre, on trouve un roman que j'aime particulièrement qui s'appelle « L'aveuglement ». Je ne sais pas si quelqu'un, parmi les gens qui nous écoutent, l'a lu ou écouté. Donc, « L'aveuglement ». Je raconte tout de suite l'histoire en très, très, très bref. Dans un pays qui n'est pas nommé, tout le monde va, en quelques jours, perdre la vue. Bon, incroyable mais vrai. Ça, c'est la prémisse de départ. Je dis tout le monde, sauf
une dame. Et là, Saramago va raconter longuement ce qui se passe dans ce pays où il n'y a plus qu'une seule personne qui voit. Voilà, ça c'est l'aveuglement. Là, il y a d'autres romans très curieux, comme Le Dieu manchot. Saramago, vous savez qu'il a eu le prix Nobel en 1998. D'ailleurs, à ma connaissance, c'est le seul prix Nobel de langue portugaise jusqu'à présent. Oui, hein? Oui. Donc, en 1998. Mais il appartient un peu au mouvement qu'on appelle le réalisme magique. Ça, c'est un peu embêtant à définir. Pensez, par exemple, au Mexicain Fuentes, au Brésilien Amado, au Colombien Garcia Marquez. On n'est jamais dans la réalité totale, mais jamais non plus dans la magie. On est toujours entre les deux. Eh bien, avec les intermittences du cœur, bon, voilà que je suis parti, de la mort, c'est ça. Alors, un jour, dans un pays qui n'est pas nommé, ça aussi, c'est un détail important chez M. Saramago. Comme dans l'aveuglement, on ne sait pas où on est, on ne sait pas quand on est, on ne sait pas à quelle époque, mais bon, ça se passe. Alors, dans ce pays qui n'est pas nommé, un jour, la mort décide de faire la grève. Ça paraît curieux, mais c'est ça. D'ailleurs, la toute première phrase du roman, et c'est la toute dernière également, c'est curieux, mais c'est ça, le lendemain, personne ne mourut. Bon, alors c'est un début, ça, pour un roman. Alors, pendant 1 an, la mort va faire la grève. Alors, qu'est-ce que raconte Saramago? Mais tout ce qui va découler de ce refus de la mort. Imaginez, les gens gravataires dans les hôpitaux, dans les asiles, ne meurent plus. Alors, la vieillesse devient très longue et douloureuse. C'est incroyable. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais les entreprises de pompes funèbres ne font plus des affaires d'or. Elles font faillite. Ah ben oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'enterrement, il n'y a plus d'incinération. Alors, qu'est-ce qu'elles vont demander? Elles vont demander à enterrer et incinérer les animaux domestiques. Sinon, c'est la faillite totale. Alors, un exemple parmi d'autres. Les compagnies d'assurance font faillite également, parce que les gens ne meurent plus. Les gens ne meurent plus. Alors, il va se créer des foyers du crépuscule heureux. Ça me fait frissonner, ça. Des foyers du crépuscule heureux. Bon. Alors, on va entasser là des gens qui, normalement, devraient être morts, mais qui ne meurent pas parce que la mort fait la grève. Alors, tout cet enchaînement de choses fait que pendant 1 an, les gens vont vivre, mais pas forcément mieux. C'est ça le problème. Alors, l'immortalité que tant de gens souhaitaient, mais est-ce que c'est celle-là qu'ils veulent réellement? Est-ce que c'est ça, l'immortalité? Avoir 97 ans, avoir mal partout, mais ne pas mourir. Ne pas mourir. Alors, au départ, donc, moi, je trouvais qu'il mettait la barre bien haute, M. Saramago. C'est pas un roman que j'ai adoré. J'avoue que j'ai préféré L'Aveuglement. Bon. Mais j'étais curieux de voir comment il allait s'en sortir. C'est quand même un bon roman. Hein. Ça fait, en termes d'écoute, moi, je l'ai écouté, ça fait plus de 2h30. Donc, c'est quand même un bon livre, un livre costaud. Oui. Mais c'est comme... J'ai pensé parfois à une sorte de rapport de police. C'est parfois très froid, très neutre. Comme si les policiers lisaient leur rapport. Mais souvent, c'est la mort qui parle. C'est la mort qui raconte finalement cette histoire-là. Donc, c'est comme un rapport de... Il y a parfois un brin d'ironie. Par exemple, on parle à un cardinal. Un cardinal, au tout début du livre, il est épouvanté parce qu'il n'y a plus de mort. Mais ça veut dire quoi? Plus de mort, plus de résurrection. Plus de résurrection, plus d'église. Et l'église va faire faillite ou quoi? Alors, catastrophe. Or, je rappelle que le Portugal est un pays quand même assez croyant. Il était, en tout cas... Donc, ça, des petites choses comme ça qui font qu'il y a un brin d'ironie par-ci, par-là. Sinon, c'est assez froid, distancié, assez neutre. Veux-tu qu'on écoute l'extrait, peut-être? J'ai oublié encore une fois. Non, mais c'est pas grave. Non, mais moi, je trouve ça très bien parce que ça nous éclaire déjà sur le son, le ton et la forme. Alors, un extrait... Moi, je l'ai écouté une fois. Je l'ai perdu après. Alors, je vais comme le redécouvrir avec vous. Alors, extrait de Les intermittences de la mort de José Saramago, c'est lu ici par Christophe Brault. L'après-midi était déjà fort avancé quand commença à courir le bruit que depuis le début de l'an 9, plus précisément depuis 0 heure de ce mois de janvier où nous nous trouvons, pas un seul décès n'avait été enregistré dans l'ensemble du pays. L'on pourrait penser, par exemple, que ce bruit tirait son origine de la réticence surprenante de la reine-mère à renoncer au peu de vie qui lui restait encore, mais la vérité est que l'habituel bulletin médical distribué aux médias par le service de presse du palais non seulement certifiait que l'état général de la royale malade s'était visiblement amélioré pendant la nuit,
mais encore suggérait, mais encore donnait à entendre, dans des mots soigneusement choisis, qu'un rétablissement complet de cette très auguste santé n'était pas impossible. Dans sa première manifestation, la rumeur aurait très bien pu émaner le plus naturellement du monde d'un établissement de pompes funèbres. Visiblement, personne ne semble disposé à mourir le premier jour de l'an, ou d'un hôpital. Le type dans le lit 27 fait du surplace, ou du porte-parole de la police de la route. C'est un vrai mystère qu'avec tous ces accidents de la route, il n'y ait pas au moins un mort pour servir d'exemple. La rumeur, dont la source première ne fut jamais découverte, sans que cela ait d'ailleurs une importance majeure à la lumière des incidents ultérieurs, ne tarda pas à parvenir à la presse, à la radio, à la télévision. Ah, c'est génial. Ah oui, je m'en souvenais plus, mais c'est vraiment... Écoute, l'affaire de la reine-mère, quand on sait qu'elle est morte bien plus... Mais oui. Tous ces accidents, puis il n'y a personne qui meurt. Mais non, c'est ça, il n'y a personne qui meurt. Il faut les soigner en plus. Et il y a aussi le fait que, finalement, on peut quand même dire, sans tout dévoiler, que la mort va se décider à revenir pour finalement sauver les hommes. Et on va se poser une question fondamentale. Est-elle une femme ? C'est vrai. Et d'ailleurs, à la toute fin du roman, la mort se fait annoncer par l'envoi de lettres violettes. Mais c'est curieux, ces lettres-là ne sont pas mises à la poste. Non. La mort décide d'envoyer une lettre à telle personne. Par magie, la lettre arrive dans l'appartement de la personne. Et qu'annoncent ces lettres violettes? Eh bien, que cette personne va justement mourir bientôt. Alors, mais, à un moment donné, nous sommes chez un violoncelliste. Il est avec son chat. Il va recevoir une lettre violette, mais la dame qui doit la lui apporter, une jeune et jolie femme, tiens, eh bien, elle l'a entendue lors d'un concert et ça l'a émue. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de livrer la lettre au monsieur, elle va la brûler. Oh. Elle va la brûler. Donc, ce monsieur a comme une rallonge de vie. Et quand on disait tantôt que, oui, la mort fait la grève, revient, mais d'où le titre, les intermittences de la mort. On a l'impression qu'elle n'est pas très branchée, là. Elle va arrêter de faire des siennes, elle va revenir, elle va... Et d'ailleurs, je l'ai dit, la dernière phrase du roman, c'est encore une fois, le lendemain, personne ne mourut. Alors, on a envie de se dire, mais qu'elle se branche, cette mort-là. Elle fait la grève, oui ou non? Ah oui. Fin ouverte encore. Mais bon, c'est vraiment, c'est du grand Saramago là dont vous nous parlez. Oui, si vous ne le connaissez pas, là, c'est une bonne introduction. Et encore là, on n'est ni dans le réalisme à la Balzac, ni dans la magie pure. Mais c'est une bonne... Moi, je trouve que c'est une jolie trouvaille comme sujet de roman, quand même. Oui, absolument. Puis, je te remercie beaucoup de nous en avoir parlé là. C'est sûr qu'ici, tu sais, on aime autant parler de séries de Louise Tremblay-Dessiambre qu'on aime parler de José Saramago. Oui. C'est ce qui fait le charme de cette émission, parce que tout le monde peut s'y retrouver. Et je trouve ça très, très important et intéressant. Alors, merci de nous d'avoir écouté ce livre. Et puis, écoute, malgré la grippe, quand même, ça va bien, hein, ça, t'en fais pas, hein, c'était parfait. Oui, je vais survivre. On se retrouve d'ici 2 semaines, mon ami. Ne raccroche pas. D'accord. Allez, salut, bye. Amélie Nothomb, je faillis dire encore, c'est vrai, parce que j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais dans un autre contexte. Là, je suis ravie de vous annoncer que son petit dernier, sa dernière petite tablette, hein, parce que c'est jamais très gros, mais c'est toujours très dense, ce qu'écrit Amélie Nothomb, est maintenant sorti en audio. Vous en avez beaucoup entendu parler certainement. Ça s'appelle « Tant mieux ». Le résumé qu'elle en fait est celui-ci. « Tant mieux », c'est la version joyeuse du sang-froid. C'est la première fois, il y a eu Premier sang en 2021 et Psychopompe en 2023. Au cours de ces livres-là, elle parlait de son père, mais pour la première fois, Amélie Nothomb va évoquer sa mère et le lien très singulier qui les unissait. Alors ce récit met en scène une petite fille qui a 4 ans, qui s'appelle Adrienne,
qui est confié à sa grand-mère maternelle dans la province de Flandre orientale, c'est à Gand, c'est-à-dire nous sommes en Belgique, et on est en 42, c'est-à-dire que 1942, c'est encore la guerre en Europe, et Bruxelles est menacée par les bombardements. Alors on veut protéger la petite et on l'envoie à Gand, chez la grand-mère, chez la maman de la maman de cette petite Adrienne, qui est loin d'être une bonne femme très bienveillante, qui est hyper autoritaire, jusqu'à la brutalité. Par exemple, suffisamment pour lui faire avaler un petit déjeuner qu'elle avait forcé Adrienne à manger et à lui faire vomir après. Quand on sait que c'était du hareng, c'est pas terrible. Donc, c'est une atmosphère étouffante et Adrienne va trouver refuge dans un espèce de mantra silencieux qui est tant mieux. Une expression simple qui va devenir pour elle un outil de survie psychologique. Alors évidemment, ce sont des romans, comme toujours, c'est un roman qui se lit bien, mais qui se lit surtout très vite. Et puis, un petit roman où elle fait le deuil de sa mère en racontant l'enfance de celle-ci. Touche d'humour, oui, sûrement, plus peut-être que dans d'autres. Mais c'est toujours la même logique que dans tous les livres d'Amélie Nothomb. Il y a une lectrice qui a écrit « Parfois, je les trouve également perchés », ce qui est encore le cas ici de l'ordre de certains passages. Ce qu'elle veut dire par là, c'est peut-être un petit peu élitiste. Mais bon, après, il faut reconnaître que cela doit être génétique parce qu'au niveau familial, elle n'a pas vraiment été aidée. Et la dame dit, qui écrit ça, « Je sens que je vais m'attirer les foudres de certains ». Voici un extrait de ce roman qui reste néanmoins touchant et émouvant d'Amélie Nothomb et qui s'appelle « Tant mieux ». Puisque me voici livrée à la bourrelle, je la regarderai droit dans les yeux et je tairai le tant mieux qui me sauvera. D'entr'acte. Adrienne se redressa et, dévisageant calmement l'adversaire, mangea le vomi sans grimacer. Ensuite, elle termina le bol de café au lait. La grand-mère l'observa avec suspicion, l'air de se demander quel mauvais procédé on lui cachait. « Merci pour ce petit déjeuner, bonne maman. Puis-je sortir de table, s'il vous plaît ?» La vieille la conduisit dans la salle de séjour et resta en sa compagnie une dizaine de minutes afin de s'assurer que l'enfant n'allait pas rendre derrière son dos. Quand elle n'eut plus de doute sur cette question, elle se leva pour quitter la pièce. « Est-ce que je peux aller jouer dehors ?»« Non, tu resteras ici. »« Et si je dois faire pipi ?»« Les toilettes sont à côté. » La grand-mère attrapa un énorme trousseau de clés et ferma à double tour la porte de ce salon. Adrienne y vit la garantie de sa tranquillité et commença à explorer ce lieu nouveau. La veille au matin, la petite était encore à Bruxelles avec sa sœur chez ses parents. Papa avait déclaré « Nous ne pouvons pas vous garder pendant les vacances d'été. J'ai trop de travail et maman est très occupée. Jacqueline va à Bruges chez ma mère et Adrienne à Gand chez la mère de maman. »« Je ne veux pas être séparée de ma grande sœur, » dit Adrienne. « Bonne maman de Bruges ne peut pas garder 2 enfants, c'est trop pour elle. Et puis comme cela, tu feras la connaissance de bonne maman de Gand. Il paraît qu'elle est méchante. »« Maman a le caractère un peu vif, » protesta maman. « Mais je suis sûre que vous vous entendrez bien. »« 2 mois sans vous, » gémit Jacqueline. « Ils passeront vite, » dit papa. « Et ni Gand ni Bruges ne sont bombardés. Ce sont de trop petites villes, vous serez plus en sécurité qu'à Bruxelles. »« Mais dans 2 mois, nous pourrons revenir ?»« Il le faudra. Jacqueline entrera à l'école et Adrienne retournera au jardin d'enfants. Cet après-midi, c'est le grand départ. Je conduis Jacqueline en voiture jusqu'à Bruges et maman emmène Adrienne à Gand en train. » Chacune prépara son bagage. Maman contrôla les affaires d'Adrienne et retira ce qui lui sembla superflu. Les poupées et l'ours en peluche. « Comment vais-je supporter 2 mois sans mon ours ?» demanda la petite. « De toute façon, bonne maman te le confisquerait. »« Tu es sûre que je vais bien m'entendre avec elle ?» Maman se mordit la lèvre. Cela n'augurait rien de bon. Pendant le trajet de train, maman vanta les charmes de Gand. « Tu verras, c'est encore plus beau que Bruges, sans ce côté ville-musée.
Elles parcoururent à pied le kilomètre qui allait de la gare à la demeure familiale. Adrienne dut convenir que c'était magnifique. Les riches maisons flamandes rivalisaient de splendeur. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir une masure sombre et vétuste. « C'est ici qu'habite bonne maman ?»« Oui, c'est joli, n'est-ce pas ?»« Très, » dit poliment l'enfant. On frappa à la porte. Une horrible vieille femme ouvrit, le visage cousu de rides et l'air mauvais. « Bonsoir, maman. »« C'est pas trop tôt ?» Oui, ça augure bien. C'est pas trop tôt comme ça. Extrait de Tant mieux d'Amélie Nothomb. C'est lu par l'excellente Françoise Guillard ou Gillard. Je pense que les Français disent l'un ou l'autre. En tout cas, peu importe. G-I-2-L-A-R-D, elle lit énormément cette femme-là et elle est très très bonne. Une autre nouveauté, Les preuves de mon innocence de Jonathan Coe. C'est un livre qui se passe en Angleterre, dans l'Angleterre contemporaine. Ça, c'est une habitude pour cet auteur-là qui mêle souvent le pastiche littéraire à la satire politique et sociale. On va réentendre parler d'Élisabeth II, mais alors qu'elle vient de disparaître. Et c'est toute une intrigue sociale, mais aussi policière auquel nous convie Jonathan Coe, je pense qu'on devrait plutôt dire comme ça, peut-être en anglais. Et on est avec Phil et qui, avec Chris, un ami de la famille qui vient de s'installer chez elle, ils sont sur la voie de la découverte d'un espèce de groupe, un groupe de réflexion qui est fondé à l'université de Cambridge dans les années 1980, qui complote pour pousser le gouvernement britannique dans une direction plus extrême que la direction que le gouvernement prend à ce moment-là. Et le groupe s'apprête enfin à mettre ses plans à exécution. Ses plans égale meurtre. Alors, il y a une enquête qui va se poursuivre. C'est vraiment très, très bien écrit. C'est très bien lu aussi. Là, dans l'extrait qu'on va entendre, on est dans un train et ça va vous donner le bon rythme, si j'ose dire, de ce livre-là, Les preuves de mon innocence de Jonathan Coe. Une annonce retentit dans les haut-parleurs. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, signalez-le au personnel de bord ou envoyez un SMS à la police britannique des transports au 61016. On gère. C'est vu, c'est dit, c'est réglé. Cette annonce avait quelque chose de profondément agaçant, même si l'inspectrice aurait été incapable de dire pourquoi exactement. Elle savait que la personne qu'elle avait prise en filature allait descendre à la gare de Morton-in-Marsh, à environ 1h30 de trajet. Et elle comptait profiter de ce temps pour mettre de l'ordre dans ses notes sur l'affaire. Mais toutes les 5 minutes, ce message exaspérant revenait interrompre le fil de ses pensées. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, signalez-le au personnel de bord ou envoyez un SMS à la police britannique des transports au 61016. On gère. C'est vu, c'est dit, c'est réglé. C'était ce « on gère » qui lui tapait vraiment sur les nerfs, décida-t-elle. Le ton faussement popu. Qui disait ça, franchement? Pour diffuser un message inclusif et non élitiste, celui qui avait composé cette annonce était-il vraiment obligé de s'exprimer comme dans un mauvais film de gangster? Elle s'efforça de ne plus y penser. Elle essaya de se concentrer sur l'affaire et de mettre le doigt sur l'unique élément, quel qu'il puisse être, ne collait toujours pas. Elle était convaincue à 99% que sa proie était coupable. Les gares défilaient. Reading, Oxford, Hanborough, Charlbury, Kingham. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il n'était plus qu'à 5 minutes de leur destination, que les nuages se dissipèrent d'un coup et que l'inspectrice comprit qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Elle s'empara de son téléphone et, en 2 ou 3 clics et quelques secondes de navigation, elle arriva sur une page qui confirma ses soupçons. Les confirma sans conteste. Le 1% de doute avait disparu. Le moment était venu d'oublier la prudence et d'agir avec résolution. L'inspectrice aux cheveux blancs et tout de noir vêtue quitta sa place et avança vers le wagon suivant.
Son corps oscillait avec le mouvement du train. Bientôt, elle se dressait devant sa cible, courbée sur son smartphone. Ce dernier affichait un reportage en direct du perron du 10 Downing Street. Quand l'ombre de l'inspectrice vint barrer l'écran, 2 yeux méfiants et interrogateurs se levèrent lentement à la rencontre des siens. Et elle vit s'y allumer une lueur de reconnaissance. Elle prononça son nom complet et dit « Je vous arrête pour le meurtre de... » avant d'être interrompue une fois de plus. Et si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, signalez-le au personnel de bord ou envoyez un SMS à la police britannique des transports au 61 016. On gère. C'est vu, c'est dit, c'est réglé. Voilà un bon extrait, comme on les aime. Bon, je l'ai retouché un petit peu, là, parce qu'il était un petit peu plus long, mais voilà un bon extrait, c'est génial. Extrait de L'épreuve de mon innocence de Jonathan Coe, c'est une nouveauté. Une dernière, pour finir, pas la moins sanglante parmi toutes, mais bon, il y a des gens qui adorent les polars à l'hémoglobine abondante. Celui-ci s'appelle V comme, point de suspension, de Sandrine Lucchini, lu par Mathieu Bouscato. V comme victime, peut-être. Comme violence, certainement. Comme Villerupt, oui, aussi, certainement. C'est une petite ville dans l'est de la France, entre la Belgique, la France et le Luxembourg. Et c'est une enquête au départ. Il y est question de l'assassinat d'une jeune prostituée. Il s'avère que cette... bon, je ne vais pas tout vous dire. Est-ce que ça commence comme ça? Écoutons l'extrait où la jeune prostituée peut nous raconter au début ce qui commence à lui arriver, mais après, ça va se gâter. Elle repense aux callosités dans le creux de ses paumes, leur contact rugueux sur sa peau quand il lui caressait la joue, ses mains tachées de graisse même lorsqu'il les avait lavées, et ses ongles, courts, incrustés de saleté et d'huile de moteur. Quand elle était gamine, elle lui évoquait des pattes d'ours, robustes, rassurantes. Elles avaient le pouvoir d'aimer et de broyer en un tour de poignet. À cette image se combine celle de sa mère en train de préparer des dérounis. La volute hallucinatoire de la douceur terreuse de la pomme de terre, mélangée au piquant de l'ail et au croquant de la friture, la plonge dans une bulle intime, brisée par une autre empreinte olfactive, nauséabonde cette fois-ci, celle de leur corps carbonisé sous les décombres de leur maison, rasée par les frappes russes. Jusque dans ses bronches, elle perçoit encore les particules fines des débris, de la poussière, du bois brûlé, amalgamées à celles de leurs morts, leur vie réduite à néant. La sienne aussi, en train de la quitter sous les coups répétés de son bourreau, qui affiche un rictus dément en la poignardant. Larissa a arrêté de compter au 3e. Résignée, elle s'offre à sa lame comme elle le ferait sous les assauts d'un client obscène, incapable de bander sans éructer des insultes. Subitement, elle émet un cri glaçant, presque rédempteur. Que peut lui prendre la mort? Rien. Juste lui rendre sa liberté. Sa dernière pensée est pour sa petite sœur d'infortune, Nicole. Chapitre 2. Descendre à la supérette du coin en sortant du bastion est devenu une sorte de réflexe pavlovien. Avec des semaines de plus de 60 heures, Hippolyte Lebon a rarement l'occasion de se demander ce qu'il va manger le soir. Il trace dans le rayon épicerie où ses bras se tendent vers les boîtes de maquereaux. Cela au moins, il se laisse attraper facilement, ironise-t-il. Ce soir, il aurait préféré jouer les prolongations avec Audrey dans son bureau sur un mode moins professionnel. Tandis qu'elle relisait une dernière fois la procédure des 2 garçons mis en cause dans l'affaire du meurtre d'un jeune homosexuel, Lebon réfrénait son désir de lui dire qu'il avait tout simplement envie de la baiser. Ce jeu entre eux, de se parler sans détour, d'être cash, est certainement ce qu'il apprécie le plus. Tout du moins, ça l'excite. Ça économise du temps, comme faire un crochet par la supérette avant de rentrer tout seul chez moi, comme un con.
Encore de l'ironie ou du cynisme. Cynique n'est pourtant pas la caractéristique qui le définit le mieux, mais ça lui donne l'illusion de contrôler ses émotions. La mort et la violence conjuguant leur quotidien, il essaie de se convaincre que leur relation reposait sur ce besoin commun de décharger l'adrénaline qui court dans leurs veines de flics. En réalité, avec elle, il ne faisait pas que s'envoyer en l'air. Il était bien. Juste bien. Il aimait être avec elle. Réfrène tes pulsions, mon gars. Coucher avec la chef de la crime n'est pas la meilleure chose que tu aies faite. En y réfléchissant bien, ce qui le faisait vibrer dans cette relation adultère était son côté ordinaire, qui au fond lui donnait l'impression de s'inscrire dans une existence normale. Bon, je vous le disais, hein, c'est un genre, mais sur une plage, pourquoi pas. V comme comme eux, c'est tout, de Madame Lucchini. Sandrine, est-elle en famille avec qui on sait peut-être, mais peut-être pas, hein, il y a peut-être aussi beaucoup de familles qui s'appellent Lucchini en France. Voilà, c'est ainsi que se clôt ce balado des livres plein les oreilles. Merci à vous d'avoir été là, merci à mon ami Mathieu Tessier de m'avoir appuyé une fois encore en régie. Et puis je vais rentrer chez nous, puis je vais vous en préparer un autre balado pour la semaine prochaine. Allez, bonne lecture en audio, pourquoi pas. Salut!